We have to change, disent nos collègues anglo-saxons en permanence. La question, c'est comment on change. Et dans le comment on change, il y a le respect, certainement, vis-à-vis de l'animal. Les nouvelles découvertes nous font découvrir un animal qui est plus vivant et qui a des émotions. Plus je découvre les animaux, plus je comprends la vie humaine, le monde des êtres humains. Il y a des formes d'intelligence qui nous sont plus difficilement compréhensibles et peut-être certainement plus difficilement perceptibles et qui seraient des formes d'intelligence qui seraient d'autres registres. Jamais l'humanité n'a fait souffrir autant d'animaux qu'aujourd'hui et dans le même temps, la pensée, la réflexion sur ces questions se développe à grande vitesse. Quand vous regardez un animal sans a priori, c'est évident qu'il pense et qu'il souffre. On se demande comment on a pu ne pas voir des choses pareilles, c'est tellement évident. Que raconte ce livre? Il raconte une révolution, un mouvement de fond international. C'est vraiment l'histoire d'un changement de regard sur les animaux. Et comment ce changement est-il intervenu? Par la science. La révolution est venue de nouvelles questions posées aux animaux. Elles leur ont permis de manifester leur ingéniosité, du plus petit au plus grand. En quelques années, ils sont devenus des individus sensibles, intelligents, dotés d'émotions, de traditions, de solidarité. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils sont devenus aussi intelligents ces dernières décennies par tout un travail de scientifiques qui ont travaillé à essayer de trouver quelles sont les questions qu'il faut adresser aux animaux pour qu'ils puissent manifester des compétences auxquelles on ne s'attendait pas. Plus on se plonge dans le monde animal et plus on est émerveillé. Je crois que c'est le mot qu'il faut utiliser. J'ai la chance de travailler avec des mammifères, essentiellement des mammifères marins, donc des dauphins ou des otaries. Et pour moi, c'est évident qu'ils sont tous singuliers, ils ont tous des personnalités différentes. On a des individus qui peuvent être curieux, joueurs, extravertis, et d'autres au contraire dans la retenue, plutôt introvertis. Parfois, quand on met en place un protocole expérimental qui n'est pas trop contraignant pour l'animal, là, l'animal, il va vous proposer des alternatives, il va vous montrer, lui, sa façon de voir la situation. Ça, pour moi, c'est vraiment les meilleures découvertes vont se réaliser dans ce contexte-là. Il me semble que les éthologistes sont en train de faire ce bel effort d'essayer de ne plus voir le monde du point de vue des humains, mais d'essayer de recréer un monde qui fasse sens pour les animaux qui les interrogent. On a en face de soi une histoire qui lui est personnelle et le contexte dans lequel on le place, il va répondre, mais aussi en fonction de son état émotionnel du moment. Les animaux comprennent énormément de choses, savent même résoudre des solutions très compliquées. Les oiseaux sont d'excellents mathématiciens. Quand vous connaissez les sangliers et les cochons, vous voyez très bien que c'est des animaux hyper sociables et hyper intelligents. Mais on ne voulait pas l'accepter, parce que c'était l'animal sale, etc. Je connaissais un poulpe qui sortait tous les nuits de son bassin, qui allait manger 8 bassins plus loin des coquilles Saint-Jacques, qui revenait, et quand il rentrait dans son aquarium, il tirait avec un bras le couvercle de l'aquarium. Un chat n'a pas le même monde qu'un chien, qui n'a pas le même monde qu'un être humain. Mais ils ont des mondes. Ils ont des mondes sensoriels, ils ont donc des mondes émotionnels, ils ont des mondes de souffrance, ils ont des mondes de douleur. Quel est l'animal qui n'utilise pas un outil à un moment de sa vie? Par contre, pendant longtemps, on dit que ce n'est pas possible. On a beaucoup à apprendre des animaux, avec de la merveilleuse tendresse à certains moments, de la passion, mais aussi des choses beaucoup plus glauques. Ils savent tricher, par exemple. Ils savent mentir, ils savent leurrer l'autre. Et ça prouve une certaine intelligence, parce que ça, il faut quand même un mode de pensée. On sait se mettre à la place de l'autre. Un insecte s'aperçoit les ultraviolets. Les ultraviolets, ça représente à peu près l'autre moitié du spectre. Donc nous, on ne voit que la moitié. Et avec ça, on s'estime très doué sur l'esthétique des fleurs, alors qu'une abeille, tous les blancs, pour elle, un blanc, c'est pas l'équivalent de notre blanc. Pour nous, c'est tout blanc. Mais pour elle, il y a des tas de nuances de blanc. En
fonction des personnalités de l'animal, on peut aussi voir de nouvelles compétences émerger. On a refusé d'attribuer aux animaux des émotions même, et l'intelligence encore plus, pour une raison bien simple. C'est qu'il y en a un seul qui pense bien ici, c'est moi. La souffrance animale existe, ils ont exactement les mêmes circuits de la douleur que nous. Les études scientifiques peuvent bien prouver tout ce qu'elles veulent. Le camp adverse aura toujours des outils pour, exactement comme dans l'Antiquité, pour dire que ce que ressentent les animaux n'est pas vécu. Je crois qu'en réalité, nous savons depuis toujours, et nous n'avons pas besoin d'attendre des études scientifiques pour avoir conscience de ce que nous faisons subir aux animaux, de ce dont nous les privons. La première chose qu'il faut dire aux humains, c'est qu'ils sont profondément, au fond d'eux-mêmes, animaux. C'est l'humain qui a fait la barrière entre l'homme et l'animal. Elle n'existe pas, en fait. L'évolution est tellement progressive qu'à quel moment on cesse d'être animal pour devenir humain. Moi, je suis fier d'avoir un côté animal. Je crois que ça me plaît bien, en fait. Et nous, espèce humaine, c'est miracle qu'on ait survécu, parce que sur le plan physique, on n'est pas terrible. On court moins vite que la plupart des animaux, on vole pas très bien. Sous l'eau, on ne tient pas très longtemps. On a été dominé par les animaux pendant très longtemps. Mais c'est le monde de l'artifice qui nous a permis maintenant de dominer les animaux et parfois, trop souvent, de les faire disparaître. Aujourd'hui, la question animale, elle est devenue sociétale, politique, économique, juridique, évidemment avec des variations d'un pays et d'une culture à l'autre. Cette nouvelle figure de l'animal interpelle, elle nous interroge profondément sur nos comportements. Et pour cause, nous tuons chaque année pour notre consommation plus de 60 milliards de mammifères et d'oiseaux, soit 7 millions chaque heure, 2000 par seconde, et 500 milliards environ d'animaux marins. On transmet quelque chose aux animaux qui nous côtoient, on les humanise. Ils apprennent nos mots, ils apprennent nos réactions, donc ils sont aussi imprégnés de notre culture. On vit ensemble. Notre intérêt, c'est de respecter les animaux. Si on veut continuer à progresser, à vivre mieux, on a intérêt à découvrir qui ils sont et à les côtoyer et à les respecter. Que vous puissiez aujourd'hui, dans la légalité, mettre 30 000 € sur la table pour avoir le droit d'aller tuer un éléphant en Namibie dans 2 ans, ça me gêne. La plus grave erreur de nos civilisations occidentales, c'est de croire que l'humain est ici la nature à côté. Il y a un humain profondément ancré dans cette nature avec cette partie animale qui nous caractérise. Il y a un mépris général parce qu'on se croit sorti du système. Les gens nous disent nous l'écologie c'est pas pour nous. L'humain est aussi d'un système écologique. Depuis qu'on est sur Terre avec eux, on a éliminé un très grand nombre d'espèces vivantes qui se seraient éliminées par elles-mêmes, mais nous on a accéléré l'élimination. Or, en modifiant l'écologie, on compromet notre propre qualité de vie, notre propre espérance de vie. Donc en réalité, il y a actuellement un problème bizarre en France, c'est que la majorité est plus ouverte à l'animal que la minorité qui dirige. Dans les pays anglophones, vous n'avez pas ces problèmes. La France a à peu près un demi-siècle de retard. La législation n'extraira pas, je pense, les animaux du régime des biens tant que notre façon de les considérer ne sera pas elle-même considérablement modifiée. L'expérimentation animale n'a plus le droit d'être une torture. Elle n'a plus le droit légalement d'être une torture comme ça l'a été. Mais qui nous empêche d'aller faire des explorations en milieu naturel? Pour moi, la meilleure façon de respecter l'autre, ça a été, je me suis dirigée vers sa compréhension. Et pour le comprendre, il faut que je puisse le connaître. On enseigne le droit animalier depuis très longtemps dans certains pays. Des partis politiques pour les animaux se constituent à travers le monde. Un ministère du bien-être animal est né en Belgique. De nouvelles alternatives à l'exploitation animale inspirent les entreprises et créent de nouvelles économies. Je pense que c'est obligatoire. Il n'y a même pas, quoi que vous fassiez de militantisme ou quoi que ce soit, ça va évoluer automatiquement. Je dis souvent, c'est pas la fin du monde notre histoire, c'est la fin d'un monde, et dans ce monde-là, il y a la tauromachie, il y a la chasse à courre, il y a les abattages monstrueux d'animaux dans les abattoirs, d'animaux élevés spécifiquement pour ça, il y a une consommation de viande beaucoup trop élevée. Je suis pas en train de dire on doit tous devenir vegan, non, mais manger beaucoup moins de viande, beaucoup moins de poissons, discerner ce qu'on fait, regarder comment ils ont été élevés, comment ils ont été abattus. Quelle est la place des grands prédateurs aujourd'hui? Le tigre en Chine, en Asie, il n'y a plus de tigre en Chine, sauf dans l'extrême nord.
Il est partout, il est parti. J'étais en Chine récemment, on m'a emmené voir une forêt. Je lui ai dit, mais c'est pas une forêt que vous me montrez là, c'est un parc, c'est pas une forêt, il n'y en a plus. La loi de janvier 2015 en fait des êtres sensibles. Moi, je crois que la prochaine loi devra faire aussi reconnaître qu'ils ont des mondes mentaux qui sont respectables, intéressants, stimulants, qui nous posent des problèmes qui ne sont pas les mêmes que nous. Mais ça serait intéressant de faire des Christophe Colomb qui partiraient à la découverte des mondes mentaux des animaux. Il commence à y avoir des Christophe Colomb. Dans ce livre, il y en a beaucoup, que j'estime beaucoup. On est en train, en effet, d'ouvrir l'idée que les animaux ont des choses intéressantes à nous apprendre, mais aussi que la terre que nous habitons, nous ne sommes pas rien que des humains à l'habiter. En fait, peut-être qu'on devrait parler de terriens à cet égard-là, et que nous ne sommes pas seuls au monde. Pour moi, c'est indéniable que ce sont des êtres sensibles, avec une histoire qui leur est particulière. Les animaux, étant des êtres sensibles, devraient se voir reconnus ces droits fondamentaux qui sont ne pas être tués, ne pas être enfermés, ne pas être torturés. Là, il y a des questions éthiques et morales qui sont extraordinairement importantes, qu'on ne s'est jamais posées, bien sûr, puisqu'il s'agit d'animaux, auxquels on refuse la dignité. C'est ça le problème. Alors, s'il n'y a que nous qui avons une dignité, la première dignité de l'humain, c'est de les respecter, de les aimer et de s'occuper d'eux avant de les faire entièrement tous disparaître. Et il faudrait, idéalement, extraire les animaux de la catégorie des biens et créer une catégorie spécifique qui permettrait d'affirmer véritablement leurs droits. Ce que je vois des nouvelles générations, c'est quand même il y a un lien et une considération de l'animal qui n'existait pas, ou qui était vraiment très marginalisé quand moi j'ai commencé mes études. Je vous rassure, c'est impossible de toute façon. L'humain ne peut pas vivre sans la biodiversité et sans les animaux. En effet, il y a aussi des êtres qui ne sont pas des humains et qui vivent sur la Terre et qui ont des modes d'organisation extrêmement intéressants et qui aussi, d'une certaine manière, sont tous les jours affectés par la manière dont nous-mêmes nous organisons. Puis c'est le plaisir finalement d'être dans un milieu harmonieux. L'harmonie n'est pas compatible avec cette tuerie que l'on vit aujourd'hui, là. La question de leur bien-être et de leurs droits se pose désormais à travers le monde. Nous sommes à un tournant majeur, c'est incontestable. C'est vraiment le début d'une nouvelle étape dans nos relations avec les animaux. Parler en leur nom, mais plutôt en leurs termes. Depuis les années 90, je collabore à un projet de recherche aux Bahamas où on essaie de construire une interface homme-dauphin. Notre oreille humaine entend les vocalises des dauphins et on a un ordinateur qui, de manière spontanée et simultanée, traduit donc, le son qui est émis par les dauphins revient à l'oreille humaine en langage humain. Très souvent, les révolutions culturelles sont faites par une poignée de pionniers qui sont d'abord très critiqués, ce qui a été notre cas, et il y a une évolution des idées scientifiques. Voilà ce que raconte ce livre. Un livre qui réunit 80 experts et photographes aux 4 coins de la planète. Tous redéfinissent nos rapports avec les animaux. Tous proposent des solutions et répondent à de nombreuses questions. Comment les animaux sont-ils devenus intelligents? Peuvent-ils souffrir? Ont-ils des droits? Quelle a été l'histoire de nos relations avec eux? Et surtout, comment on va vivre demain avec eux?